Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle grande conférence des prix d'excellence de l'Université du Québec, une conférence qui va se dérouler sous la forme d'une interview d'une durée d'une quarantaine de minutes. Et cette interview sera suivie d'une période de questions, des questions que vous pourrez poser à notre invité en utilisant la plateforme questions-réponses, la fonction questions-réponses, la fonction questions-réponses de la plateforme virtuelle qu'on utilise en ce moment. Je m'appelle Yannick Villedieu, je suis journaliste et j'ai notamment animé le magazine d'actualité et de culture scientifique de la radio de Radio-Canada, Les Années-Lumière. Et pour cette conférence, qui va prendre la forme d'une interview, je vais recevoir la lauréate 2021 du prix Leadership en enseignement de l'Université du Québec, Lise Pelletier. Bonjour, Madame Pelletier. Bien le bonjour. Vous êtes donc professeur à l'unité d'enseignement et de recherche en sciences du développement humain de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT. Vous êtes professeur en art-thérapie avec un trait d'union entre art et thérapie. Je vous donne 10 secondes pour me dire pourquoi ce trait d'union est important. Je pense que il exprime le continuum entre l'art et la thérapie et le lien entre les deux qui est fondamental. Bien sûr, alors on y reviendra plus tard, mais avant de commencer l'interview comme telle, je vais vous proposer de regarder et d'écouter une courte vidéo dans laquelle, Madame Pelletier, vous vous présentez vous-même. On vous écoute. L'art-thérapie est arrivée sur mon chemin alors que j'exerçais déjà comme travailleuse sociale. Et ça a été une découverte immense par rapport au potentiel au niveau de la relation d'aide, comment ça pouvait apporter par des chemins différents un soulagement aux souffrances vécues par les personnes. C'est comment on peut exprimer avec plus de profondeur à travers les couleurs, le dessin, le collage, ce qu'on vit à l'intérieur. C'était quand même une profession qui était méconnue du public et des institutions. Au niveau de l'enseignement, mais ça a été un plaisir que d'aller à la rencontre des étudiants, de partager ce que je savais, de partager ce que j'apprenais, mais c'était surtout un espace où j'arrivais à mettre en valeur, je pense, les savoirs qui étaient déjà présents dans le groupe de classe. Le leadership en enseignement, c'est de ne pas faire seul, c'est d'arriver à réunir les forces du milieu pour faire avancer des projets, avancer des programmes, assurer une qualité. Alors, c'est une belle reconnaissance et c'est une reconnaissance aussi d'étudiantes ou de collègues qui ont émis leurs idées ou leurs propositions ou leur soutien dans le dépôt de la candidature. C'était un événement très touchant aussi pour moi. Alors, c'était donc cette vidéo de présentation qui met bien la table pour notre discussion, l'art-thérapie, donc avec un trait d'union, on va y revenir. Mais je voudrais d'abord parler du prix lui-même, Madame Pelletier, un prix de l'Université du Québec, du réseau de l'Université du Québec. C'est important pour vous, un prix comme ça? C'est important et c'était surtout inattendu du fait que j'ai été approchée par le comité de direction pour déposer ma candidature l'an dernier. C'est pas, je n'ai jamais cherché à être au devant. Je suis plutôt habituée d'être derrière. Et le fait d'être au devant, c'est tout un défi. Parce qu'on rencontre nos fantômes, on rencontre les fois où je n'ai pas été assez, alors c'est dans l'idée de mettre en évidence qu'est-ce qu'on a réussi à faire, ce à quoi on a contribué. Et comme je le disais dans la vidéo, un prix leadership, le leadership ne s'exerce jamais seul. Il s'exerce grâce à d'autres, grâce à la mise en commun de forces du milieu. Alors, oui, c'est très touchant, c'est très... ça soulève une humilité aussi, c'est-à-dire que ça vient avec une bourse que j'ai choisie. C'est la raison pour laquelle j'avais déposé ma candidature. C'était de me dire que s'il y avait une bourse, ça me permettrait de réaliser un projet dans le milieu avec des gens qui en ont réellement besoin.
Mhm. Et d'ailleurs, vous avez dit dans votre lettre de présentation, dans le dossier de présentation que j'ai lu, vous dites que ça vous a amené à lire, c'était quoi le leadership? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Parce qu'on en oui. parle des fois sans le savoir, hein, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. S'imprégner en enseignement, ça c'est important, hein, s'imprégner en enseignement. Pour vous, l'enseignement, c'est quelque chose de fondamental, de majeur. C'est mon rapport aux étudiants et aux étudiantes. Je vais parler au féminin parce qu'on a surtout on a une proportion majeure de femmes qui viennent poursuivre leurs études. Mon rapport aux étudiantes, et je le qualifie, je pense que ça vient de mes racines féministes aussi, de mon implication dans les milieux féministes. C'était d'avoir la capacité de reconnaître ce qu'elles savent, ce qu'elles sont, et de leur aider à faire le pas de plus pour leur devenir et pour leur choix dans leur trajectoire de vie, leur trajectoire professionnelle. Alors, ça amène beaucoup de soutien, ça amène la croyance dans leurs compétences, ça amène la capacité de souligner des aspects qu'elles ne voient pas. Et c'est un prix qui va aussi à une discipline, vous l'avez dit dans la vidéo, hein, une discipline méconnue, l'art-thérapie. Ça, c'est important, j'imagine, pour vous, parce que c'est un peu aussi une reconnaissance de cette discipline-là. C'est une reconnaissance pour l'université qui a osé le programme en français il y a plus de 20 ans maintenant, parce que ça prenait de l'audace. Ça fait d'ailleurs partie de nos nos trois mots de prédilection qui soulignent un peu le travail que l'on fait à l'université. Donc, l'audace d'aller dans de nouveaux sentiers, d'explorer autre chose parce que une femme qui est Louise Poirier-Magasuba a eu l'idée un jour de dire on devrait penser à autre chose que le travail social classique. On devrait être en mesure de développer les arts. Donc, elle est partie à la recherche de programmes et l'université a eu l'audace, même si ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des batailles, il a fallu gagner la reconnaissance de ce que c'est l'art-thérapie. Il a fallu vendre, hein, la Il a fallu discipline, parce que c'est pas vendre le évident. principe, Pas oui. évident, oui. Alors Oui. justement, vous venez d'évoquer le travail social et je voudrais parler un peu de vous, de votre parcours, parce que vos premiers intérêts, votre première formation, votre formation première, c'est justement le travail social, hein. Oui. C'est une discipline, un métier que vous avez pratiqué longtemps, que vous définiriez, que vous décririez comment? Pour moi, le travail social dans lequel je me suis inscrite, c'est de reconnaître ou d'avoir la perspective sociale sur les problématiques qui sont rencontrées par les personnes. J'ai été intervenante dans un centre d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles. Par la suite, j'ai été organisatrice communautaire dans l'élaboration de projets, de nouveaux organismes, de création de services pour des personnes qui en avaient besoin. Et c'est la perspective de comment la société crée des difficultés et comment il faut répondre par des services aux problèmes qui sont créés. Donc, on parle de marginalisation, de pauvreté, de violence. Et vous avez passé du travail social à l'art-thérapie. Une découverte que vous faites dans quelles circonstances? Comment ça arrive, l'art-thérapie, dans votre vie, dans votre paysage, dans votre vie professionnelle? L'art-thérapie est arrivé à un moment où je pense que j'étais en épuisement professionnel. Je le vois avec le recul. Je Oui. travaillais avec les femmes abusées sexuellement et ça avait été une année où j'avais rencontré des femmes qui avaient des vécus vraiment importants pour lesquels l'échange verbal n'était pas suffisant pour apaiser les souffrances. Et le premier cours en fait, s'offrait à l'université un peu comme une tentative on va explorer, voir si ça peut fonctionner, et ça l'a explosé à l'université ici au campus de Rouyn-Noranda. Et pour moi, ça a ouvert, comme je dis aussi dans la vidéo, une perspective nouvelle sur comment communiquer autrement, parce que lorsque les souffrances sont affectives ou sont psychologiques, parfois les mots, le vocabulaire manque. Et c'est pas parce qu'on ne connaît pas bien la langue, c'est parce que La ça souffrance. transcrit moins bien
Mhm. l'expérience interne. Et parce que la Alors, souffrance est trop profonde, oui. oui, tout à fait. Alors, c'est arrivé et cette découverte-là m'a permis de comprendre que ce n'était pas moi qui étais incompétente, c'est que je manquais d'outils, je manquais de moyens pour être en communion, je dirais, avec les personnes qui souffraient. Et c'est comme ça que vous êtes accroché à l'art-thérapie. C'est cette découverte-là qui vous amène à ça. Totalement, Mhm. totalement. Et le fait, la façon dont j'ai appris l'art-thérapie, c'est aussi en l'expérimentant en même temps. C'est aussi en faisant des cours en art plastique, donc pour comprendre les matériaux, pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre pourquoi la couleur résonne autant à mon expérience. Mhm, mhm. Alors, on va y revenir un petit peu tout à l'heure Oui, sur l'art-thérapie. Je vais continuer un peu sur vous et je vais peut-être vous mettre un petit peu mal à l'aise parce que je vais citer votre recteur, Denis Martel, dans sa lettre de présentation de votre candidature. Il dit de vous, femme de cœur, femme d'action, femme de défi au pluriel, femme mobilisatrice. Est-ce que vous acceptez tous ces qualificatifs? je pense que oui. Je pense que les défis m'animent beaucoup. Une grande partie de ma vie universitaire s'est faite dans la gestion de programmes. Donc, développer les programmes, assurer la promotion, assurer la mise à jour des programmes, développer une perspective euh, toujours un peu plus loin. Quand je manque de défis, je m'ennuie un peu. Mais là, j'en ai un peu trop actuellement, mais il reste que je le fais avec engagement et ça aussi, je pense que c'est mes racines féministes ou communautaires, c'est-à-dire un besoin d'être engagé dans un processus de changement, avoir besoin de ressentir, je pense que je peux faire une différence dans le monde. Mhm, mhm. Alors, vous avez reçu un prix de l'Université du Québec pour le leadership en enseignement. L'enseignement, pour vous, c'est quoi? Ça demande quoi? C'est quoi la beauté ou les difficultés ou les défis de l'enseignement? Je dirais, je commencerai par la beauté, les Oui. défis plus tard peut-être. Euh, pour moi, la beauté de l'enseignement, c'est de partager ce que j'ai appris et d'apprendre des autres, d'être dans une relation, euh, comment je dirais, qui a un fil conducteur. C'est-à-dire que j'apprends de l'expérience des autres, j'apprends ce que je connais et ensemble, on arrive à développer de nouvelles perspectives. C'est pas Les seulement, défis, c'est pas seulement le professeur qui donne sa science aux étudiants, il y a un échange quelque part, on co-construit le cours, le cheminement. tout à fait. Et ce mot-là, co-construction, est vraiment important pour moi et dans l'art, et dans l'enseignement et dans la pratique clinique de l'art-thérapie. Mhm, C'est, mhm. il y a un développement de savoir, puis on est quand même au premier balbutiement de l'art-thérapie. Et ce que je sais, c'est une petite fenêtre qui est liée à mon expérience. Alors, ce n'est pas une connaissance large de l'art-thérapie et de ses potentialités. Mhm. Alors, j'ai dit que vous étiez professeur au département ou professeur à la section développement humain et Humain et social. social, Ah oui, oui. Mais vous êtes aussi directrice de ce département-là, je crois, oui. 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 Alors, Et c'est c'est un ça l'autre département, défi. écoutez-moi bien, écoutez bien, c'est un département qui regroupe des programmes en art-thérapie, en psychoéducation et en travail social. Il y a des certificats, bien sûr, mais il y a aussi 2 programmes de baccalauréat, 3 micro-programmes de deuxième C, 4 maîtrises, un doctorat, plus une formation qui se dispense dans 5 centres et campus à travers le Québec. Ça prend du leadership pour, pour assumer tout ça. C'est pas reposant. Non, c'est pas reposant. Puis ça veut pas dire que mon leadership est accepté par tous, mais il est suffisant pour que j'y sois. Non, c'est bien. Alors écoutez, on va faire une petite transition rapide, cher public, vous qui nous suivez en ligne. Je rappelle que vous assistez à la grande conférence des lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec.
une conférence pour laquelle je reçois Lise Pelletier, art thérapeute, professeure à l'unité d'enseignement et de recherche en sciences du développement humain à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et je rappelle que vous pourrez lui poser vos questions en utilisant la fonction questions-réponses au bas de votre écran Zoom. Notre lauréate, bien sûr, va se faire un plaisir de répondre à vos questions immédiatement après l'entrevue qui continue maintenant. Alors, Lise Pelletier, il faut donc parler plus longuement de l'art-thérapie, cette discipline méconnue, vous l'avez dit. Alors, une définition, c'est quoi l'art-thérapie? L'art-thérapie, je vais vous parler de la définition nord-américaine davantage, parce qu'en Europe francophone, il y a d'autres perspectives. L'art-thérapie est l'utilisation des arts visuels dans un contexte thérapeutique. Donc, il y a toujours une visée thérapeutique, de changement, de transformation, d'amélioration ou de développement personnel. Et on utilise les arts plastiques comme un moyen de communication de son univers interne, à travers le dessin, la peinture, la sculpture, voire le jeu de sable qui met en jeu un bac de sable avec des figurines avec différentes fonctions. Et ça permet d'entrer dans un mode de communication qui est différent que la communication verbale. Ce que j'explique souvent, c'est de pouvoir voir comment la personne se perçoit, comment la personne ressent les choses. Ça met en évidence les différentes perceptions sensorielles d'une personne qu'elle expose à travers les arts et qui donne un regard beaucoup plus complet au thérapeute qui l'accompagne. Quand on parle d'Europe francophone, on va inclure à travers ça l'écriture, la danse-thérapie. Souvent, ils ont une version beaucoup plus élargie, je dirais, de ce qu'on a, alors qu'au Québec, on va distinguer la dramathérapie avec le théâtre, la danse-thérapie avec la danse, le mouvement, la musique et la musicothérapie de l'autre côté. Oui, c'est ça. Donc, des techniques qui sont basées, qui utilisent d'abord les arts plastiques, les arts visuels, Oui. puis vous l'avez dit, hein, les couleurs qui sont extrêmement importantes. Puis Oui. vous m'avez dit, quand on s'est parlé un petit peu avant l'entrevue, bien sûr, vous m'avez dit que vous aviez, vous, une approche plus sociale que psychologisante. C'est votre formation de travail social qui revient à la charge quand vous dites ça? Oui, probablement. La vie n'est fait que de grands détours. En fait, j'adhère à la perspective davantage psychologique, c'est-à-dire de connaissance de soi, d'expression de ses souffrances, sauf que mes racines et mes valeurs, je pense, qui sont issues du travail social, m'amènent dans une perspective de regard un peu plus macro des expériences. Par exemple, si j'ai un champ d'intérêt qui est au niveau de la santé mentale, ben on ne peut pas, ou de la marginalisation, on peut bien travailler individuellement aux problématiques sociales, que ce soit à travers les arts-thérapies ou d'autres modalités d'intervention. Il reste que les problématiques sont issues de problématiques sociales. Donc, tant qu'on travaille à réparer, si on veut, une personne, on n'empêche pas les situations de se détériorer. Alors, cette perspective sociale-là, elle m'habite. Je pense que c'est mon militantisme, c'est mon engagement, c'est ma croyance aussi dans l'importance d'œuvrer à changer le monde. Et vous m'avez dit aussi que c'était une approche qui favorisait, ça c'est le grand mot, l'empowerment, je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français, que les personnes aient plus de pouvoir sur elles-mêmes, sur leur vie, sur leur environnement, c'est ça? Oui, en fait, l'empowerment est accepté en français maintenant parce qu'il n'y a pas de traduction qui englobe tout ce que ça peut contenir. En fait, c'est le pouvoir d'agir, mais c'est le pouvoir de réfléchir, c'est le pouvoir d'action, c'est le pouvoir aussi de s'auto-déterminer à partir des besoins que l'on ressent. Et c'est un modèle qui est très
qui a été enrichi, bien sûr, par la perspective du travail social. Donc, développer l'empowerment des personnes, mais aussi des communautés. Alors, peut-être que pour le bénéfice de nos auditeurs, auditrices, des personnes qui sont en ligne, on pourrait peut-être essayer d'y aller de façon très pratique, de donner des exemples ou un exemple au moins d'intervention de l'art thérapeute, le profil typique. Est-ce que vous parlez de patients ou de clients? Oui, On parle davantage de clients. d'accord. Mais il peut avoir différentes perspectives selon si je travaille en milieu hospitalier, par exemple, ou si je Oui. travaille en milieu privé, là, ou si je travaille en milieu communautaire, on va avoir une perspective un peu différente. Alors, de plus en plus, on essaie de dire les personnes de façon à diminuer la stigmatisation. Exactement. Alors, comment ça se passe? Bien pratiquement, une intervention auprès des personnes, une intervention de l'art thérapeute. Je dirais, si je prends un exemple, mettons, admettons, après un début de suivi, c'est-à-dire que les personnes ont été évaluées, et donc on comprend bien les besoins et les difficultés pour lesquelles les personnes viennent en thérapie. À partir d'un certain moment, au début, c'est l'art thérapeute qui va souvent suggérer de dire, essaie, on va travailler avec les pastels gras, les pastels secs, la gouache, et on demande une illustration de ce qui se passe aujourd'hui. On est toujours dans l'ici et maintenant, parce que c'est sur celle là-dessus qu'on a le plus de pouvoir de transformation. Et on va demander à la personne d'illustrer ses ressentis à travers les matériaux artistiques qui lui conviennent le mieux. Parfois, c'est la gouache, parfois, ça peut être des crayons, donc qui a une maîtrise un peu plus grande. Et à partir de l'illustration et de la façon dont la personne va utiliser les matériaux, ça va éclairer l'art thérapeute sur des aspects, sans toujours savoir qu'est-ce qui se passe, mais sur des aspects qui sont un peu plus, je dirais, préoccupants pour la personne, où on sent que ça s'agite. C'est-à-dire que le geste va s'agiter ou le geste va buter. La personne n'arrivera pas à aller au-delà et chaque mouvement qui est réalisé à travers les œuvres, les productions artistiques, je dirais, va indiquer un état dans lequel la personne se trouve. Et avec l'observation des sens, donc si elle devient envahie par une émotion, si elle devient envahie par une agitation, on va être capable de le détecter et de faire des liens et d'emmener la personne à interpréter ce qu'elle fait. Donc, le produit artistique n'est pas considéré comme une œuvre en tant que telle de manière générale, parce que l'art est un mode de communication. Et avec la réflexion que l'on fait, l'art thérapeute observe ce que la personne observe, la personne qui a réalisé la production interprète ce qu'elle a voulu représenter, elle interprète également ce qu'elle voit, parce que entre ce qu'on veut représenter et ce qui est réellement là, souvent on va voir une différence. Et on fait des relations comme ça et on ajoute en compréhension qu'est-ce qui se passe. Je poserai une question un peu naïve. Est-ce qu'il Oui, faut être bon en dessin pour devenir, pour poursuivre une art-thérapie? je dirais surtout pas. Surtout pas. J'ai rencontré une dame qui étudie avec moi. Elle a fait l'ensemble de sa maîtrise avec des bonhommes à allumettes. Oui. Alors, en fait, on n'est pas dans une recherche esthétique. On est dans une recherche de représentation et c'est ce qui fait la différence. Si on bute sur une recherche esthétique, on est moins en contact avec soi parfois. Mais le regard, l'œil qui est porté sur la production artistique par la personne est majeur. Et ça se passe en un pour un l'art thérapeute qui travaille avec une personne ou avec des groupes? Comment ça se passe bien concrètement? Toutes ces réponses. Ça peut se travailler avec des personnes en individuel, ça peut se travailler avec des familles ou des couples, ça peut se travailler avec des groupes. Dépendamment de la profondeur recherchée de l'expérience. Par exemple, si ça peut être
une intervention de connaissance de soi avec des gens qui partagent la même réalité, que ce soit une maladie physique ou un diagnostic en maladie mentale. Il est possible de travailler à peu près de toutes les façons et à peu près sur toutes les problématiques. Donc, des gens qui ont été atteints de cancer ou qui sont dans un processus de traitement peuvent travailler avec l'art thérapie pour activer ou rester en contact avec les forces de vie, avec la beauté en soi. J'évite de dire que l'art guérit parce que je pense que c'est un piège. Il y a des artistes qui n'ont pas guéri en faisant de l'art, mais l'artiste contribue à rester en contact avec la créativité qui, elle, a un potentiel de vitalité. Et ça dure longtemps, une thérapie, plusieurs semaines? Ça dépend des problématiques rencontrées. Il y a des problématiques qui sont très actuelles et ponctuelles. Il y a des problématiques comme des traumas. Par exemple, j'ai une collègue qui travaille avec des vétérans. Alors, c'est des problématiques qui sont beaucoup plus sévères, des traumatismes qui sont plus profonds, qui demandent un certain temps de réadaptation. Donc, ça dépend vraiment des besoins de la personne. Puis, parfois, on peut faire un petit bond, prendre le temps de se consolider, puis revenir plus tard pour faire une autre étape. Est-ce que vous diriez que vous amenez la personne à une guérison, à un mieux-être? Un mieux-être. C'est pour ça que j'aime mieux parler du rétablissement que de guérison. Oui. La guérison a une caractéristique très médicale qui est une fin de quelque chose. Le rétablissement permet, dans cette perspective-là, d'améliorer, de voir sa vie autrement dans les limites qu'une maladie ou un état impose. Alors, dans cette perspective-là, une personne peut travailler en art-thérapie à son rétablissement, à définir ses objectifs de traitement, à définir ses objectifs de vie aussi et de quête de sens. Et je vous demanderai un ou deux exemples, par exemple, de belles réussites de l'art-thérapie, si vous en aviez à l'esprit, là, au moins. C'est toujours un peu délicat, hein, parce qu'on parle de gens qui n'ont pas nécessairement accepté qu'on parle d'eux, mais je peux… De façon générique, par exemple, oui. De manière plus générale, je peux vous parler d'un garçon qui avait vécu un traumatisme important, qui, par le jeu de sable, s'est réapproprié de l'espoir dans sa vie parce que c'est un enfant qui avait développé suite à cet événement-là beaucoup de résistance et d'anxiété sociale. Il ne voulait plus quitter la maison. Il y avait vraiment beaucoup d'anxiété et peu à peu, à travers le jeu de sable et les personnages, juste pour vous dire, il s'était identifié comme le Buzz Lightyear dans Histoire de jouets, qui est une espèce de cosmonaute là, qui est encapsulé, il est comme protégé de l'environnement. Oui. Et peu à peu, il s'est réapproprié sa vie et il a accepté ou il a même demandé qu'on fasse une intervention familiale sur l'événement qui est arrivé. C'est un incident grave où toute la famille avait été mêlée à ça. Puis ça a permis vraiment aussi d'ouvrir l'espace à la famille pour se soigner. Un bel exemple, effectivement. Alors, vous avez parlé un peu du fait qu'en Europe, en Europe francophone, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a des courants internationaux. L'art-thérapie est donc pratiquée ailleurs qu'ici. Il y a des échanges internationaux, il y a un enrichissement qui se fait, il y a une évolution du métier ou de l'approche. Il y a une évolution, puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'an dernier, on a fait une école d'été où on a invité des gens de différents pays. Il y avait Israël, Angleterre, la France, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Et des gens parlaient un peu d'où était rendue l'art-thérapie dans leur milieu. Et je pense que dans la majorité des pays, il y a une certaine difficulté de reconnaissance parce qu'on est très associé encore au concept souvent de la psychanalyse. Parce qu'on le sait quand même que la psychanalyse était un peu à l'origine du monde psychologique, disons. Et plusieurs pays pensent qu'au Québec, on est plus avancé et donc on est en train
de tenter de se faire reconnaître dans l'ensemble des perspectives et non plus de voir l'art-thérapie comme étant accessoire. Parfait. Alors, on va refaire une petite transition parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, auditrices, qu'ils et elles assistent à la grande conférence des lauréats des prix d'excellence 2021 de l'Université du Québec. La lauréate que je reçois s'appelle Lise Pelletier, art, trait d'union, thérapeute, professeure à l'unité d'enseignement et de recherche en sciences du développement humain. Ça, c'est à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT, à Rouyn-Noranda précisément. Alors, vous pourrez lui poser des questions en utilisant la fonction question-réponse qui se trouve en bas de votre écran Zoom. Alors, Madame Pelletier, prix en leadership en enseignement pour avoir développé avec des collègues sans doute, j'imagine, mais non pas un, mais des programmes en art-thérapie. Faites-moi un peu le portrait de ce ou de ces programmes que vous proposez actuellement en art-thérapie. On a 2 programmes de 2e cycle, ce qui implique que les gens qui arrivent à l'un ou l'autre des programmes aient déjà complété un baccalauréat, soit dans le domaine des arts, dans le domaine de l'intervention autour d'eux. Et il s'appelle le micro-programme en art-thérapie. Il est composé de 6 cours qui enseignent les fondements de l'art-thérapie, c'est-à-dire les différentes théories à la base des pratiques ou des différentes pratiques et il est aussi conçu de manière à ce que les personnes qui le poursuivent soient confrontées un peu à tout un travail sur soi, parce qu'à travers la formation, on expérimente à peu près dans une proportion de 50%. Par l'expérientiel, on expérimente les théories qu'on enseigne. Alors, on est notre propre outil de travail et notre propre outil de transformation. Alors, parfois, on est confronté à nos propres enjeux relationnels ou adaptatifs. Et par la suite, il y a la maîtrise qui est de 45 crédits, bien sûr, et qui, elle, mène à la pratique de l'art-thérapie. Elle est composée, bien sûr, de cours théoriques, puis de 3 stages actuellement, parce qu'on est, là je dis actuellement, parce qu'on est un peu en transformation de programme, là, mais c'est ça, c'est que lorsque des gens sont appelés à aller consulter des art-thérapeutes, c'est important qu'ils s'assurent que la personne ait la formation nécessaire, parce qu'il ne s'agit pas d'être avec un thérapeute qui fait faire un dessin en clinique pour dire qu'on est en art-thérapie. Oui, c'est bien plus que ça, effectivement. Ouais. Donc, il y a une maîtrise en art-thérapie, une maîtrise. Donc, vous avez dit, hein, le préalable, c'est bien sûr un bac. Puis dans beaucoup de disciplines, mais pas seulement le travail social, j'imagine, il y a d'autres disciplines, oui. Comme en art, des bacs en art ou en enseignement des arts, parce que c'est vraiment les 2 champs et c'est là où on se distingue, l'importance de l'art, et on parlait du trait d'union tout à l'heure, jusqu'au continuum de thérapie. C'est-à-dire que ce sont des gens soit qui sont familiers avec les arts, soit qui sont familiers avec l'intervention, et dans un cas comme dans l'autre, ils doivent aller compléter un minimum de cours dans l'autre champ disciplinaire pour qu'une fois arrivé à la maîtrise, il y ait une meilleure compréhension de ce que c'est la relation d'aide pour des artistes et pour des gens qui sont dans le champ de l'intervention, bien, qu'il y ait un minimum de compréhension des matériaux artistiques. Et vous avez des cohortes de combien d'étudiants à peu près tous les ans? Pour la maîtrise, on a 2 cheminements, maîtrise temps plein, temps partiel. Je dirais qu'on est entre 10 et 15 en général. On a un très bon taux de diplomation à l'UQAT. Oui, c'est ça. Et vous m'avez dit que ces cours-là se donnent à Montréal. Donc, c'est Rouyn-Noranda qui a envahi la métropole. C'est quoi cette histoire-là? Si la montagne ne vient pas à vous, allez à la montagne. En fait, au départ, le programme de maîtrise il s'est dispensé à Sherbrooke, en Outaouais et à Rouyn-Noranda. Puis finalement, par économie, mais aussi par souci de facilité, on a concentré nos activités à Montréal il y a plusieurs années.
et parce qu'on couvre on reçoit des étudiantes qui viennent d'un peu partout au Québec. Alors, Montréal, c'est souvent un centre d'activité important, là. Plus que Rouen-Noranda, vous diriez? Un peu plus que Rouen-Noranda. D'autant plus que c'est ça, une des réalités qu'on rencontrait, c'est que les gens qui arrivaient à la maîtrise, souvent, il y en était à une deuxième ou une troisième carrière. Notre diplômée la plus âgée avait 70 ans et elle pratique encore. Ce qui prouve que ça entretient la santé, effectivement, l'art-thérapie. Dites-moi, vous avez dit tout à l'heure que les étudiants, en fait, étaient des étudiantes en grande majorité, mais quand on s'est parlé il y a quelques jours, vous m'avez dit 99% de femmes. Pourquoi? Faudrait demander aux hommes. Non, des fois, en blague, je dis que les femmes ont un regard sur soi. Ils ont un regard à la sensibilité. Ils ont un regard ils ont un rapport au corps ou à la résonance parfois un peu différent par rapport aux hommes qu'on rencontre qui sont plus dans l'action, en l'intervention. Mais il y a de très bons art-thérapeutes masculins, là, sachez-le, puis on peut en trouver dans plusieurs régions. Mais il faudrait demander aux hommes pourquoi. Puis c'est la même chose aussi dans les métiers d'intervention. On retrouve de plus en plus de femmes là, dans les métiers d'intervention. Peut-être parce que, je pourrais vous dire en région, chez nous, ils sont attirés par le travail dans les minières, par exemple, ou dans la foresterie. Oui, bien sûr, c'est ça. Et l'autre chose, c'est que on dit quelque part dans les documents que c'est le seul programme de maîtrise en art-thérapie offert en français en Amérique du Nord. C'est bien ça? Oui, c'est toujours ça. Il y a l'Université Concordia qui offre le programme en anglais depuis plus de 45 ans, je dirais, et nous depuis un peu plus de 20 ans. Et effectivement, on demeure le seul en français. Il existe d'autres programmes qui ne sont pas toujours associés à des universités, mais des instituts privés à travers le Canada. En Europe ou en France précisément, il existe des diplômes universitaires où il existe une maîtrise à Paris, mais il y a très peu de programmes, je dirais, reconnus de maîtrise ou de doctorat. Il y en existe bien sûr plusieurs aux États-Unis. Bien sûr, oui. Et autre chose, c'est qu'il y a des démarches, j'imagine, qui sont toujours en cours de reconnaissance de l'art-thérapie par l'Ordre des travailleurs sociaux. Enfin, son vrai nom, c'est Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, et aussi par l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices. Où c'en est où, ça? Et c'est quoi l'intérêt de faire cette démarche-là? Ben, en fait, c'est pas tant ces ordres-là qui font des démarches, c'est il y a quelques années, il y a un règlement qui a été adopté sur la pratique de la psychothérapie qui a permis je dirais, d'offrir des services de qualité au public et d'éliminer tout ce qui pouvait s'appeler psychothérapie. Mais l'art-thérapie est passée un peu dans je dirais, sous les roues. Oui, sous le radar, en tout cas, ou à la main. Oui, c'est ça. Et c'était tout un défi de faire reconnaître l'art-thérapie comme comme pouvant être de la psychothérapie. Alors, actuellement, selon ce règlement-là, pour être en mesure d'exercer la psychothérapie, il faut faire partie d'un ordre professionnel. Absolument. Les psychologues, etc., les psychologues. C'est ça. Et donc, et c'en est où donc, dans ce processus de reconnaissance-là? Je pense que ça fait quelques années qu'on est au balbutiement, c'est-à-dire que c'est très difficile. Il y a du travail qui s'est fait, il y a un regroupement des thérapeutes par les arts qui est mis sur pied, mais en termes de reconnaissance pour développer un ordre professionnel, c'est très politique, l'Office des professions est plutôt un peu tiède. Donc, il y a eu différents pourparlers pour dire est-ce qu'un ordre professionnel existant pourrait héberger un ordre des thérapeutes par les arts, mais étant donné que la formation n'est pas équivalente, c'est-à-dire que l'art-thérapie, c'est une maîtrise, mais la musicothérapie, c'est un baccalauréat, la danse-thérapie, c'est un autre domaine, dramathérapie aussi. Donc, l'inéquité ou l'inégalité de la formation rendait les choses un peu compliquées. Alors, on préfère
actuellement développer l'art-thérapie sur cette trajectoire-là, ce trait d'union-là, et de dire que les gens les diplômés qui auront la possibilité d'aller chercher un permis de psychothérapie pourront le faire éventuellement, mais que nous, notre devoir de formation, c'est de les former sur toute la capacité entre l'art et la psychothérapie d'intervenir avec les arts auprès des personnes. Donc, votre travail, c'est sur le trait d'union, finalement. C'est sur le long continuum du trait d'union, effectivement. Autre question, vous avez des projets, on a toujours des projets quand on est comme dans votre position, et vous avez un projet de certificat en jumelant les arts et l'intervention sociale et qui s'adresserait aux membres des communautés autochtones. C'est un projet qui est en développement. Ça ressemble à quoi? C'est pourquoi? Ça vient d'où? C'est quoi l'idée? C'est un projet qui est sur la table à dessin avec une collègue et avec une équipe de l'université qui travaille qui œuvre auprès des communautés, qui développe des programmes qui sont adaptés aux besoins des communautés. C'est que la réalité avec laquelle on est confronté, c'est que dans notre région et probablement dans bien d'autres régions, le taux de diplomation au bac des gens issus des communautés est faible parce que souvent, ils arrêtent au secondaire 5 parce que sinon, il faut qu'ils s'expatrient pour aller aller compléter des collèges et avec toute la difficulté d'intégration qu'ils vivent. Et de notre côté, on est persuadé parce que les arts font partie des communautés, font partie du développement même des communautés autochtones et de leur vitalité. Et on ne peut pas appeler ça de l'art-thérapie, mais si on va dans le champ du social, c'est comment l'art peut contribuer ou pourrait contribuer au développement social des communautés par les groupes, par de l'accompagnement, par du développement individuel aussi, et permettre aux gens issus des communautés d'accéder à un programme à tout le moins de premier cycle qui puissent diplômer et développer leur capacité. Taillé sur mesure. Taillé sur mesure pour les communautés et idéalement offert par des membres même des communautés, tout en valorisant leur savoir, en valorisant l'art qu'ils pratiquent, parce que les chants, les danses, la broderie fait partie de leurs racines et la mise en valeur de leur savoir est importante. Puis c'est toujours dans un processus de comment est-ce qu'on peut contribuer aussi au processus de rétablissement des communautés qui sont fortement affectées. Et vous sentez qu'il y a une demande pour ça? Oui? Il y a de la demande, puis en même temps, c'est très... pour avoir fait une visite dans une communauté juste un peu avant Noël, c'est des demandes qui sont très... Comment je dirais? C'est un large éventail de demandes parce que les besoins ne sont pas les mêmes selon les individus. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont besoin qu'on travaille sur leur potentiel, besoin qu'on travaille sur leur capacité, sur leurs compétences et non pas travailler uniquement à ces traumas parce que c'est difficile de faire face aux traumas collectivement. Effectivement. Et vous avez une école d'été tous les ans, et cette année, en été 2022, là, dans quelques mois, dans peu de temps, c'est quoi l'école d'été cette année? L'école d'été cette année, elle n'est pas encore annoncée, c'est une primeur pour les gens qui écouteront. Elle vise parce que l'an dernier, on a fait un tour international, on est allé voir ailleurs et on se disait, là, on revient chez nous, il faudrait aller rencontrer nos voisins. Et on est donc orienté vers je dirais, des activités qui mettent en valeur les communautés autochtones. Donc, on veut inviter des danseurs ou danseuses autochtones, des gens qui sont en contact avec les objets sacrés. On veut emmener aussi les art-thérapeutes ou les autres personnes intéressées, les autres intervenants ou autres, à se questionner sur qu'est-ce que c'est la réappropriation ou l'appropriation culturelle,
Oui. Comment est-ce qu'on peut aider les communautés à se réapproprier leur identité puis à mettre en valeur leur identité et à se mettre en communion d'une communauté à l'autre. Avec un programme aussi large, vous n'aurez pas assez de l'été pour passer à travers. Non, c'est ça. C'est ce qu'on dit, on essaie de se freiner, puis on a trop d'idées. Je suis bien content de vous avoir arraché un scoop. Hein. Comme journaliste, on aime toujours faire ça. Donc, c'est cette école d'été qui va avoir lieu dans à partir du mois de juin, j'imagine. Cette année, on va le faire au mois d'août. Au mois d'août. Oui, parce que pour toutes sortes de circonstances, ça va être au début du mois d'août. Puis peut-être une dernière chose, l'école d'été, donc, qui se veut un rassemblement, est toujours jumelé avec des cours crédités en région, des cours du microprogramme qui sont donnés en formule intensive et à la lumière de ce qu'on peut faire en région. Donc, beaucoup d'actions encore à venir. Oui. Écoutez, Madame Pelletier, on va passer maintenant aux questions des auditeurs, mais j'ai l'impression que alors les gens nous écoutent et ils ne posent pas de questions. Réveillez-vous un petit peu les gens là. Il y a beaucoup de gens de la communauté, alors ils connaissent déjà un peu les propos. Oui, mais ils peuvent peut-être pousser plus loin. Mais en attendant, moi, je vais vous en poser une question. On connaît bien ici à Montréal et dans quelques autres villes d'ailleurs un organisme qui s'appelle les Impatients, hein, que vous connaissez certainement, qui est un programme d'aide à des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale en produisant des œuvres d'art, au fond, souvent très belles. J'en ai une ici avec moi, une ou deux. C'est de la thérapie par l'art ou de l'art-thérapie. Comment vous regardez? Est-ce que les Impatients, par rapport à ce que vous faites, c'est la même chose? C'est différent? C'est différent parce qu'ils sont pas dans un processus thérapeutique au sens où j'identifie des problématiques psychologiques et je les travaille. Ils sont dans un processus de réadaptation, parfois de socialisation ou de resocialisation suite à des atteintes ou des diagnostics de maladies mentales. Alors, c'est un processus qui entre dans le rétablissement par les arts. Il existe d'autres groupes qui vont faire, par exemple, de l'art studio. On réunit, ça peut être pour des personnes atteintes de cancer, ça peut être dirigé comme ça peut être des activités d'expression libre au cours de laquelle des gens vont se réunir. Il y a la rue des femmes à Montréal aussi, qui a une art-thérapeute qui travaille auprès des femmes en individuel, où je pense qu'elle a continué aussi en groupe. Il y a d'autres projets qui existent, par exemple, avec le Musée des beaux-arts, qui offre des activités où ils jumellent l'art muséal et l'art-thérapie, parce qu'il y a un art-thérapeute qui est embauché par le Musée des beaux-arts, qui était, je pense, si ce n'est pas une première au monde, on n'était pas très loin de ça. Et par exemple, j'ai une collègue qui fait de la recherche en milieu scolaire. Elle travaille avec le jeu de sable dans des classes d'intégration. Suite à des gens au primaire, donc des enfants réfugiés ou récemment immigrés pour toutes sortes de motifs. Il y a différents projets comme ça qui existent et qui se déroulent. Donc, il y en a où on va se retrouver un peu plus dans un aspect thérapeutique, c'est-à-dire, par exemple, des gens atteints de cancer qui sont en quête de sens, en quête de compréhension parfois de ce qui les a rendus malades. Et il y en a d'autres qu'on va être plus dans une espèce de socialisation ou de réadaptation suite à des difficultés. Alors, il y a une question ici qui vient d'arriver de Michel Provencher. Est-ce qu'il y a de la place en art-thérapie pour des questions de santé physique? Donc, par exemple, auprès de personnes qui présentent des conditions chroniques comme la douleur ou comme le cancer. Vous l'avez un peu évoqué, mais je pense que Mme Provencher aimerait avoir un peu plus de détails. Il y a de la place pour ça aussi? Il y a définitivement de la place pour j'ai une autre collègue, je veux mettre aussi à l'honneur les collègues avec qui je travaille,
qui a travaillé avec des couples dont l'un des conjoints avait développé la maladie d'Alzheimer. Elle a également travaillé avec des femmes atteintes de fibromyalgie dans une expérience de groupe. Il y a la question de la douleur chronique. On le voit beaucoup, ça s'est beaucoup développé avec le cancer. L'Association canadienne, je pense que c'est l'Association canadienne ou la Fédération qui a subventionné des projets où des art-thérapeutes sont embauchés pour travailler auprès des personnes. J'ai un collègue art-thérapeute qui a travaillé aussi au niveau du deuil. Il était embauché par une maison funéraire où la maison funéraire offrait gratuitement 4 séances pour les personnes endeuillées. Il existe une multitude de projets. En fait, je pense que c'est le nombre d'art-thérapeutes qui limite un peu le développement. Oui. Parce qu'on n'est pas si nombreuses, mais les besoins sont immenses et le potentiel est immense. Il reste à démontrer. Avec toutes les diplômés que vous avez, on doit avoir quand même un impact dans la société. Il y a des gens qui sont un peu partout maintenant. Ils ne sont pas seulement à Rouyn-Noranda ou à Montréal, ils sont un peu partout au Québec, non? Oui, définitivement, mais il n'y en a pas une multitude dans chacune des régions. Et parfois, les régions sont assez grandes, mais on va essaimer, n'ayez crainte, d'ici quelques années, on va occuper le territoire pas mal. Il ne faut pas oublier non plus que les diplômés à Concordia qui contribuent aussi au développement de l'art-thérapie par leur pratique. C'est qu'on en voit beaucoup au niveau, aussi dans la pratique, au niveau des résidences de personnes âgées. On en voit dans les écoles, on en voit parfois dans les maisons de jeunes, on en voit dans les organismes féministes aussi. Donc, il y a effectivement un grand éventail de possibilités. Moi, j'ai une question aussi sur les personnes qui vont vous voir. Bon, mettons une personne qui éprouve des difficultés psychologiques, des difficultés de santé mentale, disons ça comme ça. Aller voir quelqu'un pour faire de l'art-thérapie, c'est pas évident parce qu'on ne pense pas à ça tout de suite. Comment est-ce que les gens qui ressentent des problèmes de santé mentale, finalement se retrouvent chez vous, se retrouvent en art-thérapie en général? Ça peut être des références. Et là, on a parlé tout à l'heure de la psychothérapie et c'est là un petit peu une des complications qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'il y a des art-thérapeutes qui pratiquent, qui pratiquent en privé, que ce soit en groupe ou en individuel, mais qui ne peuvent pas faire partie d'un ordre professionnel parce qu'ils viennent du champ des arts, par exemple, puis qui ne peuvent pas émettre de reçu qui va être reconnu par les assureurs. Alors ça demeure une certaine complexité, mais l'autre possibilité, c'est lorsque des établissements, là on a beaucoup parlé de la santé mentale en cas de COVID, dans des situations de COVID, et les institutions devraient. En tout cas, j'invite les institutions à se questionner sur le développement de postes qui sont dédiés à des art-thérapeutes pour élargir. Parce que là, on pense beaucoup à la psychologie et la psychologie a ses contraintes en institution. Les listes d'attente sont longues. Alors, plus on va reconnaître les cliniciens en art-thérapie, plus ça va offrir une alternative aux services déjà rendus. Et l'autre possibilité, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires qui en embauchent, soit sous forme de projet. Donc, sur 10 semaines, il y a des ateliers, soit sous forme plus récurrente. Ouais. Et vous diriez que disons, la crédibilité de la thérapie avance bien, se développe bien, vous diriez ça? Ben, oui, je dirais ça comparativement à il y a 20 ans, où il fallait toujours expliquer ce que c'était au juste. Maintenant, c'est comme, il y a comme une réjouissance de dire, t'es art-thérapeute, il y a de l'art-thérapie là. Donc, les gens en ont beaucoup plus parlé. Et il y a eu, par contre, certaines dérives, et c'est là où il faut faire attention quand on consulte, s'assurer de la compétence de la personne qui nous reçoit comme art-thérapeute. Oui, bien sûr. Alors, écoutez, les auditeurs, les gens qui sont en ligne sont très, très peu poseurs de questions. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions d'avance, mais il y a beaucoup de messages. Marie-Pierre Bellil qui dit, qu'est-ce qu'elle dit, Marie-Pierre Bellil? Lise,
tu es une collègue, une directrice en or. Oui, Euh, mais elle est vendue, elle, déjà. oui, oui. Cynthia de Champlain qui dit conférence fort intéressante, Lise, tu es si inspirante. Michel Provencher, non, on l'a parlé. Manon Perrault, j'appuie la directrice en or et en art. Je vous vois rougir un petit peu tellement. Mais c'est parce qu'ils sont toutes vendues. C'est des personnes que j'admire également, qui ont Oui, aussi influencé ma trajectoire de vie, c'est puis ça. Donc, c'est qui tous font les de moi une collègues. meilleure personne. Oui, encore un grand merci, dit Andrea Ouais. Bédard-Gascon, de nous rappeler l'importance des arts. C'est quand même très. L'importance des arts, de la beauté, puis des arts comme, je dirais, non seulement comme source d'inspiration, mais comme source d'expression, que ce soit l'écriture, que ce soit les arts plastiques, que ce soit par la danse. Je travaillais récemment avec une nouvelle diplômée sur la danse, puis ce qu'elle m'expliquait, c'est combien il n'y a même plus d'endroits pour aller danser juste pour Non, danser. oui, Alors, oui, comment oui. cette espèce, il faut se réapproprier les arts. Vous parliez juste avant le début de l'entretien du Salon du livre. Livre, Oui. c'est une forme d'art, c'est une manière de transiger avec notre expérience aussi et nos sens. Mhm. Alors, et en terminant, Andrea Bédard-Gascon, merci de nous inspirer et de célébrer notre belle profession. C'est bien beau quand même. Et Élise Voyer aussi, bravo pour cette conférence, pour ce prix, un domaine vraiment intéressant. L'art et la créativité sont vraiment nécessaires dans nos vies compliquées et dans le monde du travail en transformation. C'est bien dit, n'est-ce pas? C'est vraiment, oui. Et tout ce qui est important aussi, c'est les traits d'union, n'est-ce pas, qui sont fondamentaux dans la vie et dans l'art thérapie. Oui, oui. Eh bien voilà, je vous remercie beaucoup, Madame Lise Pelletier. C'est donc la fin de cette 6e grande conférence des lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec. Donc, je me suis entretenu avec la lauréate 2021 du prix Leadership en enseignement, Lise Pelletier, de l'unité d'enseignement et de recherche en sciences du développement humain à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Merci de nous avoir reçus chez vous à Rouyn-Noranda. Merci donc à vous. Merci à toutes les personnes en ligne. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Au revoir, à la prochaine.